Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir donc ce soir pour donc le webinaire sur la cuisine végétarienne. Donc la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire et l'Université régionale des métiers et de l'artisanat à travers la Cité du goût et des saveurs proposent effectivement des webinaires parce que dans le cadre de nos missions, on forme les jeunes aux métiers de l'artisanat, on accompagne aussi les entreprises artisanales alimentaires, ce qui nous conduit à nous questionner et à nous positionner aussi sur les enjeux alimentaires de demain et de répondre aux nouvelles tendances de consommation. Donc aujourd'hui, on vous propose ce webinaire que donc Elisa Cloteau va animer sur la cuisine végétarienne. Je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, je suis Elisa Cloteau, diététicienne. Mon entreprise s'appelle Espace Mieux Manger. Lors de mes consultations en libéral ou à l'hôpital, j'ai constaté chez les consommateurs végétariens parfois des déséquilibres alimentaires. Et lors des ateliers cuisine, il y a beaucoup de questionnements sur ce sujet. Donc, je suis disponible ce soir pour vous donner des explications et des conseils. Alors, voilà le sommaire. Je vais vous présenter trois parties. Pour cette première partie, nous sommes accueillis par une photo très colorée qui met en évidence le fait que l'alimentation végétarienne est une alimentation joyeuse, colorée et très variée. Alors, pour les définitions, je reviens sur le fait que le végétarisme, ça exclut la consommation de viande et de poisson. À côté, il y a le flexitarisme qui permet la consommation occasionnelle de viande et de poisson. Donc, c'est une pratique plus flexible dans l'alimentation du végétarien. Alors, concrètement, souvent, ce sont des personnes qui vont accepter et avec plaisir de consommer de la viande ou du poisson au restaurant ou chez des amis, mais dans leur quotidien, ils prennent la décision de ne pas en acheter pour limiter la consommation. Alors, il y a différents profils de végétariens. Donc, ça permet de mieux se comprendre parce que pour certaines personnes, ça amène de la confusion, mais il n'y a pas de raison d'avoir de confusion. Il y a plusieurs profils, c'est comme ça. Alors, il y a les ovo-lacto-végétariens qui gardent la consommation des œufs et des produits laitiers, les lacto-végétariens qui vont garder tous les produits laitiers, yaourt, fromage blanc, fromage, les ovo-végétariens qui ne vont pas garder les produits laitiers mais que les œufs, et les pesco-végétariens, donc là c'est un peu ambigu, mais bon, on a le droit, où là, ils gardent les poissons et parfois les produits de la mer. Après, il y a aussi les végétaliens. Alors eux, ils vont enlever les œufs, les produits laitiers, la viande et les poissons. C'est déjà plus difficile à équilibrer, voire pas tout à fait possible. Et pour les véganes, il y a une dimension un peu plus poussée dans le sens où on enlève aussi les produits issus du règne animal comme le miel, la gelée royale, mais même dans la façon de consommer, d'éviter la laine, le cuir, la cire d'abeille, donc voilà. Et les flexitariens, on a déjà vu tout à l'heure. Alors, pourquoi le nombre de consommateurs végétariens augmente? Peut-être qu'il y a une tendance, une mode. Alors, moi, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est quelque chose qui va rester. Ça peut être pour des raisons philosophiques, économiques. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de scandales alimentaires aussi qui ont accentué le développement. L'enjeu planétaire est réel et on en parle presque tous les jours. Le bien-être animal est aussi un critère important dans ce choix. Alors, pour la deuxième partie, nous allons parler des bases alimentaires. Donc, nous sommes à nouveau accueillis par une photo très colorée. Et là, ce que je voulais expliquer à travers cette photo, c'est la notion d'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire chez un végétarien doit être la même chose que pour un consommateur classique, non végétarien. C'est-à-dire qu'on doit respecter
les proportions entre les protéines, les lipides et les glucides qui sont basées sur des recommandations. Et on doit veiller, pareil, à couvrir ses besoins en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines. Donc, en fait, ce soir, je vais surtout développer la partie protéines et un petit peu lipides, car c'est ce qui représente le plus la différence chez le végétarien. Mais voilà, il faut bien garder à l'esprit que l'équilibre est relativement le même. Alors, les besoins en protéines. Donc, l'ANSES, qui est un organisme public qui fait différentes recommandations en lien avec l'alimentation et la santé, estime que les besoins en protéines pour un adulte bien portant est de 0,83 g par kilo de poids et par jour. Mais il y a des variantes, vous voyez, chez un senior, on peut aller jusqu'à 1,2 g, chez des sportifs de haut niveau, 1,5 g. Donc, en moyenne, ce soir, on pourrait retenir 1 g de protéines par kilo de poids et par jour. Mais vraiment, c'est à personnaliser selon l'état de santé de la personne, selon le besoin que la personne peut avoir à perdre du poids ou à prendre du poids. On tient compte de beaucoup de choses. Donc, ce soir, on prend l'exemple de 1 g. Donc, si vous pesez 60 kg, il vous faut 60 g de protéines par jour. Donc, à travers d'autres diapos, vous aurez des chiffres pour les trouver, ces 60 grammes. Alors maintenant, les rôles des protéines. Alors, ce sont des rôles essentiels. Ils interviennent dans un rôle plastique, c'est-à-dire qu'ils peuvent constituer la structure des organes et des muscles et puis participer à leur réparation, à leur entretien. Pour les fanères aussi, donc c'est tout ce qui est ongles et cheveux. La trame osseuse, donc là j'avais envie de développer un peu. Souvent en prévention ostéoporose, on insiste sur les apports en calcium, et il faut bien prendre conscience que la trame osseuse, elle peut se fixer que s'il y a une trame musculaire dessous. Donc on doit toujours associer les besoins en protéines aux besoins au calcium si on fait de la prévention ostéoporose ou anti-âge. Pour la cicatrisation, en milieu hospitalier, quand il y a des plaies importantes, dans ces cas-là, on doit tout de suite s'orienter vers une alimentation très riche en protéines. Donc, c'est le cas, par exemple, pour les escarres. Il y a aussi un rôle fonctionnel évident, donc les globules rouges, les enzymes, nos hormones, nos neurotransmetteurs sont constitués de protéines. Alors, vu le contexte actuel, j'avais envie de détailler les neurotransmetteurs qui permettent de réguler nos émotions. Donc, nous fabriquons de la dopamine, de la noradrénaline, de la sérotonine, de la mélatonine, et c'est ce qui permet de mieux gérer le stress et nos émotions globalement, le sommeil aussi. Et si on a un déficit en protéines, on peut avoir un déficit en production de neurotransmetteurs. Il y a le rôle immunitaire qui est évidemment extrêmement important en ce moment. Ce n'est pas le moment d'avoir des déficits en production d'anticorps, et les anticorps sont constitués essentiellement de protéines. Alors, où trouver ces protéines? Alors, la partie animale, ça va être dans les viandes, les poissons, les produits de la mer, dans les œufs et les produits laitiers. Et puis, les protéines végétales, c'est essentiellement dans les légumes secs et les céréales et les oléagineux. Donc, ce soir, je vais surtout détailler les protéines végétales. Donc, à travers cette photo, on voit la présence des fruits et des légumes, mais ce n'est pas dans ces groupes d'aliments où il y a beaucoup de protéines. Donc, je vais plutôt vous parler des groupes qui en contiennent des proportions intéressantes. Il y a d'abord le groupe des céréales. Alors, j'ai mis différents chiffres, comme vous voyez. Donc, on constate déjà une différence entre le blé moderne et le blé ancien. Donc, le blé ancien, ça peut être le kamut ou l'épeautre. Le sarrasin, donc nous, dans nos régions, on connaît surtout sous forme de galettes de blé noir, mais ça existe en grains. Donc, ça peut être une façon de cuisiner ce céréal. Et puis, il y a des céréales un peu plus exotiques, on va dire, comme le fonio, le teff, l'amarante. Donc, ce sont des produits à découvrir.
Pour les légumineuses, donc là, vous voyez, les chiffres en pourcentage de protéines sont beaucoup plus élevés que les céréales. C'est presque le double parfois. Ça peut monter à 20-25% de protéines. Donc, il y a les lentilles. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a les pois chiches, les fèves, les flageolets. Et dans la famille des haricots secs, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y a beaucoup d'autres variétés à travers les régions de France et à travers le monde. Donc, l'astuce, ça peut être de penser à varier vos achats. On peut les acheter en grains, mais aussi en flocons et éventuellement en farine. Donc, bon, les grains, en général, vous connaissez bien. Les flocons, un peu moins. Donc, ça peut être intéressant à découvrir car les temps de cuisson et de préparation sont plus courts. Et puis, les farines, ça permet pour des préparations comme des tartes ou des cakes salés surtout de faire des mélanges de farine avec des compositions nutritionnelles plus variées. Donc là, en image, je vous ai préparé plusieurs légumes secs. Donc à gauche, vous avez des conserves. Donc dessous, il y a haricots rouges. Après, il y a haricots blancs. Il y a pois chiches. Donc moi, je vous invite à vous déculpabiliser. Il y a des jours où on peut ne pas avoir le temps de préparer la cuisson des légumes secs. Certains sont quand même un peu plus longs à cuire que d'autres. Donc ça peut être une solution très pratique d'utiliser les conserves. Sinon, en grains, donc là, j'avais posé sur la table les lentilles corail, les lentilles vertes. Il y a aussi des mélanges. Là, c'était un mélange quinoa, lentilles corail. On voit les pois cassés. Et sur la droite, vous voyez des flocons en sachet. Donc, vous avez un sachet de flocons de riz, un sachet de flocons de sarrasin. Dans le bocal à droite, flocons d'avoine. Et le bocal vert, flocons de pois cassés. Donc, les flocons permettent de faire des cakes, des clafoutis de légumes, épaissir des soupes sans avoir des longs temps de préparation. Donc, je vous invite vraiment à essayer. Les oléagineux, donc la composition, c'est 20% de protéines, donc c'est presque comme c'est comme les légumes secs, mais il faut veiller à l'apport en lipides, ça peut monter à 60%. Donc il y a peut-être des personnes qui ont besoin de surveiller leurs apports en graisse et ce sera peut-être pas le groupe d'aliments le plus adapté ou alors dans des proportions plus petites. Il y a l'exemple des noix, donc il y a toutes les noix des régions de France et puis les noix à travers le monde, comme les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix de pécan et les autres fruits oléagineux comme noisettes, amandes, pistaches, arachides ou les cacahuètes. Et puis les graines plus petites comme tournesol, pignon, sésame, graines de lin. On peut aussi les utiliser en crème, les oléagineux. D'ailleurs, sur cette diapo, je vous ai mis des oléagineux sur la table. Et dans les pots, à gauche, vous avez de la crème d'amande blanche qui est très pratique pour cuisiner, car parfois on achète des petites briquettes de crème végétale, mais on ne les termine pas toujours. Donc là, l'avantage de ce pot de crème d'amande blanche, c'est que l'on peut en mettre 1 ou 2 cuillères à soupe dans une poêlée de légumes avec un tout petit peu d'eau, et ça va créer un jus crémeux qui va permettre d'amalgamer les légumes, et ça peut être très agréable pour accompagner un plat de légumes. Sur la droite, vous avez un pot de sésame qu'on appelle souvent du thym ou du tahine pour préparer les houmous, mais ça peut permettre aussi d'épaissir une vinaigrette ou mettre dans une poêlée de légumes comme je vous ai expliqué. Donc voilà, je vous invite à essayer les oléagineux aussi en purée. Alors, parfois, on trouve des articles, des communications où on va vous citer les 10 aliments les plus riches en protéines et que ces protéines sont d'origine végétale. Donc, c'est attractif, mais quand vous regardez concrètement la composition, c'est pas si évident que ça. Pour la spiruline ou le germe de blé, c'est vrai que ce sont des chiffres importants, 30 ou 65 grammes pour 100 grammes, mais on consommera jamais 100 grammes, ni 50 grammes. Ce sera autour de 5 ou 10 grammes. Donc voilà, quand on met en avant comme ça des concentrations très élevées, il ne faut pas hésiter à transformer ça en portions correctes.
Et puis, il y a les aliments spéciaux. Donc, ça, c'est une diapo qui présente surtout les aliments spéciaux à base de soja. Donc, le soja appartient au groupe des légumineuses. Il y a le soja vert et le soja jaune. Donc, le soja jaune permet beaucoup de préparations traditionnelles, comme le tofu. Donc les carrés de tofu qui ressemblent un peu à la feta, en fait, c'est du lait de soja qui a été coagulé avec une algue qui s'appelle nigari. On obtient ce carré blanc. Donc il y a 13% de protéines, c'est-à-dire qu'il y a 13 grammes de protéines dans le bloc carré blanc. Donc bien souvent, les consommateurs en mangent uniquement la moitié. Donc au final, la portion va nous amener 6 à 7 grammes de protéines quand on consomme du tofu. Et puis, il y a le tofu soyeux qui se vend plutôt en barquette. Ça ressemble à du fromage blanc gélifié. C'est très pratique pour cuisiner des sauces ou des desserts. Mais on peut aussi faire des appareils pour lier dans les tartes salées. Donc, c'est la même préparation que le tofu carré, sauf que c'est moins coagulé, mais c'est le même principe par l'intermédiaire de l'algue nigari. Et puis, il y a le tempeh, donc c'est la photo de droite avec les tranches. Donc, ce sont des grains de soja qui ont été fermentés. Et puis, au milieu, vous avez le haché végétal. Donc, ça, c'est un produit, on va dire, quand même transformé par l'agroalimentaire. Donc, il y a des aromates dedans, c'est à base de soja. C'est très pratique pour cuisiner des lasagnes, des cannelloni, des légumes farcis. Mais voilà, c'est déjà un peu plus industrialisé. Il y a plus d'étapes de transformation. Donc là, c'est à chacun de voir. Mais souvent, quand on est dans une démarche de consommateur végétarien, on a souvent le souhait de manger sainement, de manger local et de manger peu transformé. Donc, ce n'est pas forcément un produit que vous allez consommer de façon régulière, normalement. Et il y a quelques semaines, les associations de consommateurs ont un peu levé une alerte justement, car on trouve beaucoup maintenant de produits transformés au rayon végétarien. Donc voilà, petite mise en garde. Et puis sinon, vous avez le seitan sur la photo de gauche. Donc là, c'est une préparation traditionnelle à base de blé, donc c'est assez riche en gluten, donc ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Et sur cette diapo, j'aurais pu ajouter aussi les protéines de soja. Ça se vend en vrac. Il y a des petits granulés ou des gros granulés de soja. Il suffit de les réhydrater dans un bouillon et ça forme un peu comme un émincé de volaille. Et on cuisine ça avec des légumes ou pour faire des recettes plus élaborées. Alors, sur cette diapo, je vous ai fait un tableau avec des laits végétaux. Donc, j'ai mis lait entre guillemets car on ne peut pas utiliser cette appellation-là. Donc, on doit plutôt parler de jus ou de boisson végétale. Mais bon, dans le tableau, je vous ai mis un peu les deux pour comparer. Donc, on va comparer déjà pour la colonne des protéines. Donc, on constate que le lait de vache et le lait de soja sont les laits qui vont contenir le plus de protéines. Donc, si on comparait avec du lait de brebis ou de chèvre, ce serait à peu près équivalent pour les protéines. Les autres boissons végétales contiennent très peu de protéines. Donc, c'est un peu la problématique chez les consommateurs végétariens. Le but, c'est de bien couvrir et connaître les sources de protéines. Donc, on ne peut pas dire que ce type de boisson va beaucoup aider. Pour les lipides, c'est assez bas globalement, sauf le lait de coco. Et puis pour le lait de vache, là c'était du lait demi-écrémé. Si c'était du lait entier, ce serait le double. Et si c'était du lait de vache ou du lait de brebis, ce serait même un petit peu plus gras. Pour les glucides, donc dans le lait de vache ou lait de chèvre ou brebis, il y a du lactose. Donc c'est un sucre naturellement présent dans le lait, donc c'est pas du sucre ajouté. Alors que dans les boissons végétales, parfois il n'y a pas beaucoup de glucides, mais parfois ça peut monter jusqu'à 10 grammes pratiquement pour le lait de riz et le lait d'avoine. Donc là, c'est du sucre ajouté.
Donc, regardez bien les marques, car il y a vraiment des différences, hein. Moi, j'ai fait un relevé et j'ai noté celle-ci, mais j'ai tout à fait conscience que vous pouvez trouver d'autres chiffres. Il y a de grandes variétés dans la composition. Donc, je voulais juste vous montrer un petit peu pour imager. Quand on voit 9 grammes de glucides dans le lait d'avoine, ça correspond par rapport à ce petit verre. Je vous ai fait un trait ici. Donc ça, c'est 100 millilitres de lait. Et il y aurait en fait l'équivalent de 2 cuillères à café de sucre. Et là, c'est sous forme de sucre ajouté. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être besoin de le savoir et peut-être de sélectionner une autre marque ou une autre boisson végétale. Donc là, vous avez eu beaucoup d'informations concernant les protéines. Donc, je vous invite à vous poser quelques questions. Estimez-vous vos apports corrects? Vous pensiez être plutôt au-dessous de vos besoins? Aviez-vous conscience de l'importance des protéines sur la santé et l'équilibre? Donc, voilà, je vous laisse ces questions et peut-être qu'on sera amené à en reparler à travers vos questions aujourd'hui ou à travers des questions si nous sommes amenés à partager des consultations ensemble ou des ateliers cuisine. Alors, quelques mises en garde aussi. Il faut savoir qu'en France, notre culture végétarienne, elle est assez faible par notre histoire, notre passé. Donc, on n'est pas très bien éduqué au niveau familial et par les bonnes associations et les astuces pour cuisiner végétarien facilement. Alors que d'autres consommateurs en Europe, comme en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, il y a plus de végétariens et ça s'explique par leur histoire. Il y a aussi des troubles digestifs qui sont réels. Parfois, en consultation, je rencontre des personnes qui ont des troubles et c'est une déception pour eux parfois car ça a été une décision familiale, il y avait vraiment un investissement et voilà, il peut arriver que votre digestion a ses limites. Alors dans ces cas-là, il est évident qu'une consultation médicale ou diététique s'impose car il y a des solutions. Peut-être que pendant quelques semaines, il faut prendre le temps de réparer la membrane intestinale, rééquilibrer le microbiote, sélectionner des aliments un petit peu moins tonique, un petit peu moins agressif sur la membrane intestinale le temps qu'elle se régénère un peu. Donc, on va peut-être privilégier pendant quelques temps les légumes cuits par rapport aux légumes crus parce que les fibres, elles sont un petit peu plus rigides. Il faudra peut-être aussi envisager de diminuer la consommation de légumes secs qui posent beaucoup de fermentation, de flatulence, ou alors de les choisir sous la forme flocon. Tout à l'heure, je vous disais, ça peut être une solution justement pour calmer un petit peu les difficultés. Et puis, le conseil principal que je dois vous donner, c'est de prendre le temps de bien mastiquer. Ce sont des repas qui contiennent beaucoup de glucides. Les céréales et les légumes secs peuvent être riches en fibres aussi et ça peut favoriser les fermentations. Donc, vraiment, prenez le temps de bien mastiquer les repas. Il y a aussi des carences assez régulières, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a le fer, surtout chez les femmes et les jeunes femmes en lien avec leurs règles, surtout si c'est des règles hémorragiques, donc c'est quelque chose qu'il faut aborder. Peut-être que ça nécessite de faire un bilan sanguin de temps en temps pour vérifier que vous ne redescendez pas. Pour la vitamine B12, c'est pareil, ça peut nécessiter un bilan sanguin de temps en temps. Les personnes qui ne consomment pas du tout de poisson ni les œufs en plus de la viande, c'est quand même très compliqué de couvrir les besoins en vitamine B12 et c'est souvent, il faut souvent prévoir une supplémentation. Les conséquences, elles sont quand même importantes. La vitamine B12 intervient dans la fabrication des globules rouges et elle intervient sur le système nerveux. Donc, à surveiller.
Et pour la vitamine D, eh bien, l'été, quand on a le droit d'aller au soleil, parce que vous n'avez pas de contre-indication par votre dermatologue, vous en fabriquez, mais il n'y a pas de soleil toute l'année et il faut que les rayons soient en contact avec la peau. Donc, voilà. Donc, il y a une partie de l'année, de toute façon, où on est tous un peu carencés en vitamine D. Mais les aliments en amènent quand même aussi, mais c'est souvent dans le jaune d'œuf, alors je ne sais pas si vous en consommez, dans certains poissons, mais je ne sais pas non plus s'ils sont préservés, dans les produits laitiers, s'ils sont entiers ou demi-écrémés, nous en trouvons, mais ça dépendra du profil du consommateur végétarien, donc pour certains, ça peut être à surveiller aussi. Surtout chez des groupes de population comme les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les personnes âgées, ce sont en général des populations à surveiller un peu plus que les autres. Donc maintenant, pour la partie 3, nous allons aborder les solutions. Donc les solutions sont basées sur la notion de variété. C'est un conseil qu'on donne pour l'alimentation équilibrée en général, mais alors encore plus pour l'alimentation végétarienne. Donc de bien varier vos achats pour les céréales, pour les légumes secs, ne pas tourner toujours sur les 2 ou 3 mêmes, de bien varier le choix de vos oléagineux. C'est vraiment important parce qu'ils ont vraiment des différences dans leur composition nutritionnelle, donc varier, varier, varier. Alors, les associations alimentaires sont la clé de la réussite de l'équilibre chez le consommateur végétarien. Donc, pour commencer, je voulais repréciser un petit détail concernant les protéines. En fait, les protéines sont constituées de molécules qu'on appelle des acides aminés. Donc, on en utilise une vingtaine. Il y en a 11 que nous pouvons fabriquer par notre organisme et il y en a 9 qu'on appelle essentiels car on doit absolument les trouver dans notre alimentation. On ne peut pas les transformer à partir d'autre chose. Alors, si on regarde les céréales, elles ont pratiquement les 9 acides aminés essentiels sauf un. Elles n'ont pas la lysine. Donc, elles ne vont pas réussir à former de la protéine. Les légumes secs, elles, il leur manque la méthionine. Elles ont bien la lysine, mais pas la méthionine. Donc, on devine que ça va certainement être une association. Et puis, il y a le soja, le quinoa, le sarrasin qui sont des exceptions un petit peu, car ils ont tous les acides aminés essentiels. Donc, si vous préparez un taboulé de sarrasin, vous avez juste à ajouter les légumes. Vous n'êtes pas obligé de faire des mélanges très compliqués avec des oléagineux ou avec des légumes secs, puisqu'il y a tous les acides aminés. On récapitule les associations, il y en a surtout 4 qui sont très faciles à utiliser. Donc, vous allez varier à travers votre semaine, à travers vos repas, sur ces 4 associations. Donc, il y a celle qu'on a devinée sur la diapo d'avant. Donc, je vais choisir quelque chose dans le groupe des céréales, avec des légumes secs et puis des légumes. Donc, comme ça, nous avons quelque chose de facile. Alors, il y a des repas, des spécialités régionales parfois qui connaissent bien cette association. Hein. En Vendée, par exemple, la tartine de pain avec les mogettes dessus et cette tartine accompagnée d'une soupe est un repas végétarien qui était très consommé à une époque. Et à travers certaines régions de France, on retrouve des équilibres comme ça. Après, vous avez les œufs avec les légumes. Alors, ça pourrait être une omelette aux champignons avec du pain pour le féculent. Donc, quand on consomme ce type de repas, souvent, on ne se dit pas c'est un repas végétarien, mais au final, il peut correspondre pour les ovo-végétariens. Il y a l'association avec les spécialités végétariennes que vous allez peut-être découvrir. Hein. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure avec le tofu, le tempeh ou le seitan. Et vous pouvez les associer avec des légumes et éventuellement des féculents. Donc là, ça nécessite d'acheter une préparation.
Et puis, le fromage peut compléter un repas à base de légumes et féculents. Donc, si vous mangez des pâtes à la provençale avec des légumes cuisinés un peu façon ratatouille et que vous mettez au-dessus 40 grammes de fromage râpé ou à faire gratiner, ça va vous amener des protéines car il y a un apport dans les féculents et puis dans le fromage. Une portion de 40 grammes vous amène environ 10 grammes de fromage. Bon, après, ça dépend du fromage que l'on choisit, mais là, ça peut être une moyenne à proposer. D'augmenter la portion de fromage, c'est une tendance qui arrive beaucoup chez les végétariens, mais là, il faut faire attention quand même aux apports en graisses saturées. Donc, la portion idéale, c'est autour de 40 grammes. Donc là, vous avez à nouveau des chiffres. Alors à gauche, vous avez les chiffres concernant la viande, les œufs, le jambon, le poisson. Donc ça monte autour de 15 à 30 grammes pour des portions standards. Et à droite, vous avez les protéines dans les produits laitiers. Donc je voulais juste porter l'attention sur le yaourt. Donc un yaourt ordinaire, c'est souvent autour de 4 grammes par pot. Mais il existe aussi des yaourts protéinés où ça peut monter autour de 14 grammes par pot. Ça veut dire que c'est l'équivalent pratiquement de 2 œufs. Donc, c'est assez intéressant pour les personnes qui parfois sont un peu limites dans leurs apports protéinés. Donc, voilà, je voulais en parler un petit peu. Là, vous avez les protéines végétales. Donc, on n'est jamais sur du 30 grammes, là. C'est plus bas. Donc, les céréales, ça tourne autour de 5 grammes en moyenne. Le riz, c'est même moins. Alors, quand je vous mets 120 grammes de riz ou de pâtes, c'est à peu près la taille d'un bol chinois. Et puis, les légumineuses, de l'autre côté, c'est plus haut, c'est le double, en fait. J'ai mis l'exemple des lentilles, mais c'est pareil pour haricots blancs ou pois chiches. La taille d'un bol chinois, on est plutôt autour de 10-11 grammes. Donc, le tofu carré, 14, mais on a dit que souvent, les gens mangent que la moitié du carré, donc on n'est que à 7. Et les oléagineux, j'ai mis pour une portion de 30 grammes. On ne peut pas non plus manger la moitié du paquet de noix de cajou. Et ce que je dois peut-être préciser pour les oléagineux, c'est évidemment de les acheter sans sel. Les noix de cajou, les amandes, vous ne les achetez pas avec le sel. Et les petits boosters qui permettent d'améliorer les salades, les gratins, vos recettes. Donc, ça va contribuer à apporter des protéines, mais c'est ce que je vous ai dit à un moment, ça ne va pas être des quantités non plus très représentatives. Mais il n'y aura peut-être pas les protéines, mais il y aura peut-être des minéraux ou des vitamines que vous n'avez pas forcément facilement. Donc, c'est quand même intéressant d'ajouter régulièrement des fruits secs, des paillettes d'algues, le germe de blé. Pour terminer, nous allons aborder des idées recettes. Et cette photo, pour moi, elle est très importante parce que je voulais parler de la notion de partage. Alors, souvent, on a bien la notion de partage pour partager le repas, manger tous ensemble. C'est quelque chose qu'on aime bien et qui nous manque un peu en ce moment. Mais j'avais envie de vous inviter à réfléchir sur le fait que ce serait peut-être intéressant de mettre en place aussi le fait de partager plus souvent la préparation du repas. Pourquoi ne pas organiser parfois la préparation des repas en famille, avec des amis, avec des collègues. Ça peut être d'arriver avant l'heure du déjeuner ou du dîner pour préparer tous ensemble. Et pour l'alimentation végétarienne, c'est très intéressant parce que à travers les expériences de chacun, à travers les voyages, à travers ses origines, on peut apprendre des astuces et y trouver des idées. Donc voilà, je vous invite vraiment à organiser ce type de partage de cuisine. Et puis, nous, avec la Chambre des métiers, c'est aussi notre souhait de vous faire partager des ateliers dans nos locaux. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, l'idée recette numéro 1, c'était d'essayer de faire une mayonnaise au tofu soyeux. C'est très simple, il suffit de mixer le tofu avec de la moutarde, du citron, du jus de citron en fait,
Un peu d'huile de colza, l'idéal c'est de la choisir de première pression à froid pour sa qualité et puis aussi sa couleur, ça se rapprochera plus du résultat mayonnaise. Et puis il y a juste besoin d'assaisonner, mixer et c'est prêt. Donc c'est idéal pour accompagner des salades composées, des entrées et éventuellement de tartiner des sandwichs avec cette mayonnaise. Là, vous avez l'exemple pour le tofu. Donc, le tofu carré, vous pouvez le couper en cubes et le faire mariner dans un peu de sauce soja, donc soit la shoyu, soit tamari. D'y mettre un petit peu de gingembre râpé, d'ail émincé, quelques grains de sésame, un tout petit peu d'huile d'olive au moment de poêler. Vous n'êtes pas obligé de saler puisque la sauce soja est déjà salée et le poivre, c'est pas forcément nécessaire car le gingembre a déjà son rôle piquant. Vous poêlez quelques minutes et c'est prêt. Le tempeh, donc c'était les tranches à base de soja, de grains de soja fermentés. Donc ça peut être poêlé ou mijoté en cocotte avec une sauce à base de tomates et de champignons, d'oignons, d'herbes aromatiques. Ça peut se consommer comme ça ou alors avec des pâtes ou des légumes. Là, vous avez un repas indien. Donc, c'est un dal de lentilles corail cuisiné avec des courgettes. Mais à cette saison-là, vous pouvez remplacer la courgette par de la courge, de la butternut. Et puis, on va utiliser l'association céréales légumes secs. Donc, ça peut être accompagné avec du riz ou alors avec un naan. Donc, c'est le pain plat que vous avez sur la photo à gauche. Donc, c'est un plat très parfumé, très épicé. En général, c'est très plaisant. Cette recette, donc c'est la dernière diapo, c'est une tarte salée. La pâte à tarte est faite avec de la farine, donc vous pouvez faire votre mélange de farine. Et puis là, j'ai remplacé le beurre par de l'huile d'olive, ça marche très très bien. Donc, vous voyez, là on va un peu plus loin dans la solution végétarienne. Ensuite, vous pouvez tartiner avec un écrasé de légumes secs. Donc, vous pouvez écraser ou mixer des flageolets ou des pois chiches, vous choisissez ce que vous voulez. Vous mélangez cet écrasé de légumes secs avec de l'arrabbiata ou du pesto, c'est vraiment super bon. Donc vous tartinez et vous mettez des courgettes râpées ou des courgettes en rondelles ou toutes sortes de légumes mélangés. Donc là c'était vert, donc c'était la courgette, mais ça peut être des mélanges de poivrons. Vous pouvez faire vos expériences et vous ajoutez du fromage au-dessus ou pas. Sinon, vous terminez par des belles rondelles de légumes. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez eu beaucoup d'informations, donc je vous en souhaite un bon usage. Et puis, j'espère que nous serons amenés à partager à nouveau ensemble des webinaires. Il y en a en préparation encore. Et puis des ateliers cuisine. Dans le programme de la Chambre des métiers de la Cité du goût et des saveurs, il y a notamment un atelier végétarien de programmer. Donc je vous invite à aller sur leur site pour découvrir et je vous propose aussi d'aller sur le site Espace Mieux Manger pour découvrir mes e-books et puis le calendrier avec les activités des futurs ateliers et futures rencontres. Voilà, à très bientôt j'espère. Bonne fin de journée.